Alors avant de passer à la dernière séquence, à ce dialogue avec Boris Vallaud et Olivier Faure, on a eu envie de vous interroger et donc nous vous proposons tout de suite un micro-trottoir pour introduire cette séquence conclusive. Vivre en bonne santé, c'est manger correctement, avoir des horaires un peu réguliers de sommeil, s'aérer, voilà. Aller se balader quand c'est possible, bien sûr, rencontrer des amis, avoir des relations. S'il y avait plus de prévention, je pense qu'on serait déjà tous en meilleure santé. On n'est pas du tout dans cette culture-là, on est vraiment dans la culture du soin. Quand on dit que tout le monde va mal et que tout le monde est trop stressé, et que tout le monde en a plein le dos, peut-être qu'il y a un problème au départ qu'il faut attaquer, c'est-à-dire que une société hyper concurrentielle où il faut se battre pour se faire une place, pour pouvoir vivre décemment, ça génère que du stress et tensions psychologiques. Je pense pas que ce soit spécialement un scoop. Le soin est économiquement beaucoup plus intéressant que la prévention. Ce qu'il faudrait faire pour améliorer la santé, c'est tout d'abord améliorer la santé mentale. Donc ça part de tout en haut, hein. Le gouvernement, quand il prend des décisions, enfin tout le monde a des attentes, etc. Alors certes, on comprend qu'il faille nous protéger, etc. Mais c'est vrai qu'on a quand même besoin de vivre un minimum. Et là, en fait, d'avoir l'impression d'être des lions en cage, ça aide pas forcément pour la santé mentale. Et du coup, on se rend compte qu'il y a beaucoup de petits traumas physiques. Alors parfois, bien sûr, on peut leur conseiller des produits, surtout des produits à base de plantes, en homéopathie, l'aromathérapie qui ont le vent en poupe. D'ailleurs, pas une bonne idée d'avoir de rembourser l'homéopathie. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui voudrait quand même plus consulter ou parler avec des gens. Et là, je pense que... Oui, puis c'est important de pouvoir parler la santé mentale. Enfin, le mental, ça prend énormément de place sur le physique aussi. Et ça peut régler beaucoup de maux aussi qu'on a, qui sont pas forcément mentaux, mais qui sont aussi physiques. Il y a beaucoup de maladies où on a besoin de parler, de s'exprimer, de dire les choses en fait. Et plein de gens vont pas consulter parce que ça coûte trop cher par mois. C'est vrai que ça coûte très très cher. Ça coûte très cher et même dans les CMP en général, parce qu'il y a ça qui existe, ces CMP qui sont entièrement gratuits. Et le problème, c'est que les listes d'attente sont interminables. J'ai la chance de travailler dans les produits frais. Donc je mange sainement, j'achète chez des producteurs, des produits bio, des produits fermiers. C'est un bon atout pour la santé. Quand je suis chez mes parents et que je vois qu'ils achètent des produits grande distribution, moi ça me fait voilà, je peux plus, il y a certains produits, je peux plus les acheter. Je pense que c'est aussi d'avoir des enfants, c'est venu. Je pense que pendant longtemps, je faisais pas très attention à tout ça. Mais comme je suis soucieuse de leur santé, en fait, je suis devenue une consommatrice, si on peut dire, différente. On a une prise en charge qui est relativement bien faite en France. Un de mes enfants, par exemple, qui a une maladie rare, on a une prise en charge qui est plutôt sérieuse. On a un petit souci au niveau de la prise en charge dans certaines régions où il n'y a plus de médecins. Moi, mes parents vivent dans Lyon. Il y avait un cabinet médical avec 5 médecins, il n'y en a plus qu'un seul qui va partir à la retraite. Et là, c'est très problématique pour les personnes âgées. Il n'y a plus de médecins. L'hôpital est à 45 km. Nous, en ville, on a un peu plus de chance. Oui. Quoi qu'à Ozoir... Mais c'est pas évident parce que le samedi matin, par exemple, c'est difficile de trouver des médecins. Le week-end, il ne faut pas être malade le week-end. Le désert médical, ça existe en province ça notamment. commence. Les gens qui s'installent à Ozoir n'ont pas de médecin. Ils ont beaucoup de mal à trouver un médecin. Bon, alors on va réagir à tous ces témoignages qui étaient très nombreux et sur des sujets très divers. De la même façon qu'on a traité depuis maintenant 1h30 presque beaucoup de sujets, de la prévention aux déserts médicaux, des modalités de financement aux questions de personnes âgées, de personnes handicapées ou la question évidemment de l'hôpital public. On va essayer maintenant de synthétiser un petit peu tout ça en interrogeant à la fois Boris Vallaud, dont vous l'avez compris, était le grand architecte de ce texte sur lequel il travaille activement depuis un mois. Mais on va tout de suite se tourner vers Olivier Faure, notre premier secrétaire, qui a un tout petit peu moins travaillé sur ce texte que Boris, mais qui est là en tout cas, qui est le grand architecte, qui est là pour fixer ses orientations et surtout aussi nous les expliquer en l'occurrence. Donc voilà, sur la base de tous les témoignages, à la fois qu'on vient de voir là des citoyens, mais aussi de nos experts qui interviennent depuis tout à l'heure, ton sentiment et les mesures peut-être sur lesquelles tu as envie d'insister plus que d'autres. D'abord, si tu me le permets, je voudrais d'abord féliciter, remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé pour cette soirée.
parce que celles et ceux qui la suivent depuis le début ont pu se rendre compte du travail, de l'énergie, de l'inventivité qui a permis ce soir de présenter un projet qui mérite encore d'évoluer, et on va expliquer tout à l'heure comment, mais il y a une vraie réflexion sur la santé. Et la santé, chaque année, qu'est-ce qu'on dit? On dit « bonne année, bonne santé ». Dans les enquêtes d'opinion, qu'est-ce qu'on dit? Dans les 2 ou 3 premiers sujets de préoccupation des Français, il y a la santé. Notre vie, elle est en réalité liée à nos médecins, de l'accouchement, bientôt pour Marie. Chaque fois, je le fais, donc ça aurait manqué si je ne l'avais pas fait. Mais en tout cas, il y a un moment où ce sera fait. Mais il y a un moment où je lui parlerai de son enfant et qui passera aussi par la médecine. Et toute notre vie, nous sommes accompagnés par, malheureusement, nos pathologies, par nos difficultés, par la nécessité de les prévenir aussi. Et je crois que chacun a pu mesurer ce soir l'intérêt de ce projet, c'est qu'il mêle à la fois la prévention et puis évidemment ensuite la guérison, et entre les deux, comment est-ce qu'on fait pour que au travail, dans notre environnement, eh bien, on ne soit pas sujet finalement à la multiplication de pathologies. Et donc ce soir, quand j'écoute celles et ceux qui ont été interrogés à l'instant dans ce radio crochet, dans ce micro-trottoir, je suis frappé par y compris le degré de connaissance, de perception, cette prise de conscience, qui est une prise de conscience extrêmement large, qu'il s'agisse de santé environnementale, qu'il s'agisse de santé mentale, de prévention, de vieillissement, enfin bref, tous les sujets sont évoqués, et je pense qu'il y a là le cœur d'un projet. Et parce que nous sommes finalement dans une période de pandémie, ça me permet de dire aussi que plus aucun parti politique ne devrait concevoir un projet sans l'associer au premier plan aux questions de santé. Voilà. Et puis, dernier point, avant peut-être de répondre plus directement à la question, ce qu'on comprend aussi dans ces propositions, dans ce que disent les gens qui sont interrogés, c'est qu'il y a un lien très étroit entre la santé, mais aussi notre mode de consommation, notre mode de travail, nos modes de vie, nos modes de production, et que ça suppose de tout prendre de manière transversale. C'est pas un silo dans lequel on rentre avec des questions qui seraient uniquement qui seraient juste de santé. C'est qu'à chaque fois, quand on veut parler de santé, il faut parler de travail, il faut parler d'environnement, il faut parler de sport, il faut parler de santé mentale. Enfin, il faut avoir une approche qui soit très globale pour arriver à avoir véritablement une politique de santé qui soit cohérente. Voilà. Alors, si je peux me permettre d'interroger à mon tour Boris, puisque vous me demandiez quels sont les sujets qui m'ont marqué. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui m'ont marqué. Tout à l'heure, on a parlé à la fois de financement, CSG progressif, d'un panier solidaire. On a parlé de beaucoup de sujets qui sont très importants, mais il y a un sujet sur lequel je voudrais insister, parce qu'il est un sujet qui touche vraiment maintenant une large partie de la population française et qui vient d'être évoqué à l'instant, mais sur lequel je voudrais qu'on réinsiste, c'est-à-dire sur la question des déserts médicaux. Le désert médical, ce n'est pas simplement des départements qui sont éloignés de toutes les métropoles. Le désert médical, il commence dans ma circonscription à 45 km de Paris. C'est aussi simple que ça. Et donc, on a aujourd'hui un problème d'inégalité territoriale, d'inégalité d'accès aux soins, et qui, derrière, produit aussi des inégalités dans l'espérance de vie. Et c'est pas difficile de voir que dans les cartes de France qui sont produites sur l'espérance de vie, on ne vit pas de la même façon selon l'accès aux soins et puis selon les métiers qu'on pratique aussi. Mais donc, si je peux me permettre d'interroger Boris, c'est de revenir quand même d'un mot là-dessus et puis peut-être de nous dire aussi, selon lui, quelles sont à la fois la philosophie de ce projet et puis quelles sont les grandes propositions sur lesquelles nous pouvons insister ce soir. Il est vraiment le grand architecte, puisque oui, nous ne servons plus à rien. Donc, merci. Non, merci beaucoup à celles et ceux qui ont permis cette soirée, qui se sont investis dans le projet. Alors, on a travaillé depuis un peu plus qu'un mois, même si c'était la dernière ligne droite, puisque notre dernier rendez-vous était sur le travail. Peut-être sur la philosophie générale, mais moi j'aime prendre appui sur ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire cette pandémie qui est absolument considérable, sur cette crise et sur les leçons de cette crise. La première des leçons, Olivier l'a rappelé, c'est que les Français sont très attachés à la santé. C'est la première de leurs préoccupations. Ça veut dire qu'ils sont attachés à leur service public, au service public hospitalier. Ils sont attachés à leur modèle social, à l'État-providence.
Et ça, il faut évidemment s'en rappeler dans la construction de notre projet. La santé est pour eux un investissement. Et au fond, on l'a vu dans la crise, les économies qu'on fait finissent par coûter cher. La deuxième leçon, c'est que, au fond, cette crise, elle remet l'homme et la vie, j'allais dire, au milieu du village. C'est le primat de la vie et de l'homme sur toute autre considération et sur les priorités économiques. C'est une leçon également, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face à la maladie, face à la santé. Et d'ailleurs, dans cette pandémie, on a vu qu'un certain nombre de territoires, un certain nombre de catégories socio-professionnelles étaient plus exposées que d'autres. C'est aussi une crise qui est une crise de nos vulnérabilités, qui évidemment préexiste à la crise, mais qui les révèle d'une lumière crue. Vulnérabilité de l'hôpital. N'oublions pas que la crise intervient alors que nous avons déjà eu 18 mois de grève, d'abord des urgences, puis de tous les services hospitaliers. Antoine Pilossolo, qui était là il y a un instant, était un des acteurs importants du collectif interhôpital. Il y a la vulnérabilité de nos organisations. On n'était pas vraiment prêts à affronter cette pandémie. Il y a la vulnérabilité de notre culture de santé publique, de notre culture de prévention. Il y a des choses qui sont apparues comme des vrais chocs anthropologiques. La question de la dépendance, c'est un problème politique, mais anthropologique majeur. Et donc on prend appui sur cette crise et on se dit, au fond, on se souhaite bonne année et bonne santé au réveillon, mais enfin, pendant cette crise, on s'est adressé les uns aux autres, à chaque fois qu'on s'en parlait, cette civilité un peu ordinaire, qui était devenue presque banale, c'est « prends soin de toi, prends soin des autres ». Et dans cette crise, nous n'avons jamais eu autant besoin les uns des autres, et nous ne sommes jamais autant souciés les uns des autres, qui est quand même une belle revanche sur ce que l'on disait être une société individualiste. Et derrière cette phrase, il y a un horizon, notre horizon qui se dessine, c'est celui d'une société de bien-être au sens où l'entend l'OMS, de bien-être physique, psychique et social, c'est-à-dire de pleine santé pour toutes et tous. Et c'est comme ça qu'on a construit notre projet, en se disant, au fond, il y a le l'ONDAM, qui est un outil de pilotage budgétaire, puisque de pilotage des politiques de santé publique, il y a le PIB, mais enfin, je pense que nous devons, si nous avons un objectif de pleine santé, être guidés par deux indicateurs qui sont l'espérance de vie en bonne santé d'abord et la réduction des écarts d'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier, par exemple. Et là, je rebondis pour répondre à Olivier. Nos deux préoccupations, nos deux grands axes, c'est la culture de santé publique, la prévention. On a beaucoup de maladies évitables. Et en réalité, dans l'investissement dans la prévention, c'est beaucoup d'économies sur le curatif. Donc la prévention, l'exposition au risque, les comportements à risque, et puis c'est l'égalité d'accès aux soins, et en l'occurrence, la question de la démographie médicale est majeure. Deux chiffres. Entre un hyper-urbain et un hyper-rural, aujourd'hui, il y a 2,2 ans de différence d'espérance de vie. C'était 2 mois en 1990. Entre un Français qui a fait des études supérieures et un Français qui n'a pas fait d'études supérieures, il y a 7 ans et demi d'écart d'espérance de vie. 6 ans entre un cadre et un ouvrier. Eh bien, on ne peut pas, dans notre aspiration à la justice, l'admettre. Et donc, oui, il y a des déserts médicaux et nous devons d'apporter des solutions dans la concertation avec le corps médical, bien sûr. Mais nous devons de régler, et c'est notre engagement, dans un délai de 10 ans, cette situation qui, en réalité, fait des dégâts humains, sociaux considérables. Alors, on a vu dans le débat depuis tout à l'heure, et puis surtout, on a vu que c'est une de tes volontés, Olivier, c'est que, eh bien aussi, les médias, le débat public s'empare de nos propositions. Elle l'a déjà fait, puisque j'ai vu juste avant de rentrer dans cette émission que l'AFP avait fait une longue dépêche sur le projet en titrant sur la génération sans tabac, que vous fixez à une décennie. Et puis on a bien vu que tout à l'heure, le débat autour du 100% soins ou d'un panier de soins, en tout cas pris en charge à 100% par la Sécu, faisait manifestement débat, y compris d'ailleurs entre nous, et c'est vivifiant. Donc, est-ce que c'est par des propositions ambitieuses, disruptives, qui en même temps sont des propositions collées aux préoccupations des citoyens, puisque tu as parlé des déserts médicaux, là aussi, on l'a dit, et peut-être tu pourras repréciser ce qui est vraiment dans le document sur la liberté d'installation. Claude Pigeman l'a bien dit d'ailleurs, hein, on a toujours des contraintes un peu distinctes et on essaye de trouver des compromis. J'ai l'impression que dans ce document, les compromis que vous avez trouvés sont des compromis quand même assez offensifs, des compromis ambitieux.
Donc la question s'adresse vraiment à... Par exemple, et après Olivier conclura. Oui, alors on a essayé d'avoir une réponse, j'allais dire, protéiforme et graduée dans le temps, étalée dans le temps s'agissant de la démographie médicale, avec cet horizon, dans 10 ans, nous devons avoir réglé cette question-là. Parce qu'il ne suffit pas de libérer le numerus clausus, il faut que les médecins supplémentaires dont nous disposerons ne s'installent pas là où il y a déjà beaucoup de médecins, mais plutôt là où il n'y en a pas. Ça veut dire d'abord faciliter les conditions d'installation, les conditions d'exercice de la profession. Et donc continuer ce travail qui sont faits par beaucoup de collectivités locales, en lien avec les professionnels de santé dans leur diversité, c'est les maisons pluridisciplinaires, c'est tout ça. Voilà, ce travail, c'est collectif de travail. Il y a aussi, ça a été évoqué avec la Saône-et-Loire, la proposition qu'il y ait des médecins salariés. Alors, le terme est sans doute un peu daté, mais c'était l'idée des dispensaires. Mettre des médecins salariés là où il n'y a pas de gens qui s'installent. Et puis, dans le temps, il y a deux choses. Dans un premier temps, on dit on ne va pas interdire la liberté d'installation pour ceux qui sont déjà dans les études, mais en revanche, on va faire du conventionnement sélectif pour inciter à l'installation là où on a besoin manifestement de médecins. Et puis, pour ceux des nouveaux étudiants qui rentreront dans les années à venir en faculté de médecine, eh bien on leur dit les règles du jeu, elles vont changer, mais vous les connaîtrez avant de rentrer. C'est l'obligation d'installation pendant 5 ans dans un territoire qui est sous-doté. Alors évidemment, tout ça, c'est de la concertation, c'est de l'aménagement sanitaire du territoire, et c'est le débat que nous nous proposons d'engager avec cette fin qui est l'égalité d'accès aux soins. Alors, Olivier, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Sachant que Boris nous oblige à gagner 2 quinquennats successifs. Le premier quinquennat sur 5 ans, et puis le second pour les objectifs que nous avons fixés à 10 ans. Il a dit qu'il fallait des objectifs ambitieux, il faut l'être, et donc nous resterons 10 ans s'il le faut, et même plus encore si il fallait prolonger. Mais je vais revenir plus sérieusement sur, enfin sans que ce soit très sérieux, mais sur ces propositions. Elles peuvent paraître brutales, difficiles, mais enfin ça fait tellement longtemps que ces questions-là sont posées et que personne n'arrive à résoudre cette question des déserts médicaux. Et alors, est-ce que c'est 5 ans ? Peut-être que c'est moins. Moi, ce que je vois, ce que me disent quand j'ai fait, il y a 2 ans, la tournée des hôpitaux et que je rencontrais ce que me disaient en fait les médecins hospitaliers. Ils me disaient, mais en prenant leur propre témoignage, ils disaient, moi, je suis venu par hasard à Issoudun, enfin, je dis Issoudun parce que j'ai en mémoire ces témoignages, mais des gens qui n'auraient jamais pensé vivre dans l'Indre. Et puis, ils ont 30 ans, ils s'installent, ils ont des enfants, et puis finalement, ils s'aperçoivent que Issoudun, c'est pas si mal. Et ils y restent alors qu'ils n'y seraient jamais venus. Si vous n'avez pas un moment, un peu de coercition, si vous n'avez pas aussi comblé, y compris ces déserts médicaux, parce que le problème, c'est qu'il y a un cercle vicieux aujourd'hui. Quand il y a un désert médical, et qu'on vous dit allez vous y installer sur la base du volontariat, pourquoi vous n'y allez pas ? Parce que vous vous dites c'est un désert. Et si c'est un désert, ça veut dire que toute la charge, elle va reposer sur moi. Si vous avez un nombre suffisant de médecins, vous savez que vous pourrez partager la charge de travail. Et la raison pour laquelle les maisons de santé, par exemple, fonctionnent dans les endroits où elles ont été mises en place, c'est que ça permet aussi à un collectif de santé de pouvoir travailler ensemble et de ne pas avoir à se reposer uniquement sur soi. Pourquoi c'est plus facile quand il y a un hôpital à proximité ? Parce que les gens savent que le traitement des urgences sera renvoyé vers le service des urgences et qu'ils n'auront pas à pallier toutes les difficultés d'un territoire. Donc c'est vraiment une question d'organisation du territoire et à un moment, peut-être faut-il en passer par un peu de coercition. Voilà. Il faut aussi l'assumer, même si ce n'est pas populaire chez les médecins. Je crois que nous avons besoin d'ouvrir ce débat. Et puisque la question qui était posée plus largement, c'était de dire, il y a des questions ce soir, et Claude était très bien pour ça. Claude, à chaque fois, est venu en contrepoint, en rappelant très honnêtement que les propositions que nous faisons ne sont pas d'évidence. Autrement, peut-être nous aurions déjà mis en place. Il y a à chaque fois, derrière chaque proposition, un enjeu, et puis des difficultés sur le panier de soins, sur les arts médicaux, sur beaucoup d'autres que Claude a rappelé. Eh bien, très bien. Engageons le débat, parce que l'objectif, ça n'est pas de concevoir un projet en vase clos. Nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons d'abord entendu des gens pour essayer de concevoir avec eux ce projet. On fait des propositions. On va maintenant les mettre en débat. Elles vont être adressées à toutes celles et ceux qui ont un intérêt sur ces sujets. Derrière, on les auditionnera à nouveau
sur la base de nos propositions. On verra ce sur quoi ils peuvent être d'accord, ce sur quoi ils nous contestent. Et puis nous verrons si leurs arguments sont meilleurs que les nôtres. Et à ce moment-là, on fera évoluer. Et en août, nous présenterons le projet définitif dans notre université d'été, à un moment où nous considérerons que nous avons suffisamment travaillé avec la société civile organisée, avec celles et ceux qui, sur rdv2022.fr, peuvent aussi voter et amender et challenger nos propositions. C'est comme ça que nous voulons avancer. C'est un processus qui est très ouvert, mais il fallait aussi que nous prenions nos responsabilités et qu'on ne vienne pas simplement en disant aux gens on fait la démocratie participative, donc dites-nous ce que vous voulez sur la santé. Ça, tout le monde sait faire et on sait qu'à la fin, en général, après une longue marche, on dit on vous a écouté et puis on fait ce qu'on veut. Non, nous, on s'engage. On vous dit voilà sur quoi on part. Et maintenant, dites-nous si vous avez mieux. Si vous avez mieux, on prend. Si vous n'avez pas mieux, eh bien, on fera ce qu'on a dit. Parce que c'est aussi comme ça que la politique doit permettre de retrouver une forme de volontarisme. Sinon, pourquoi les gens voteraient encore pour nous? Et c'est ce que nous avons besoin dans ce moment de désenchantement général. On a besoin de dire aux gens, oui, ça peut changer. Et oui, votre santé, on y croit, on y tient, et on va se battre pour ça. Merci Boris, merci Olivier, merci à tous. Tu as évoqué la longue marche. Nous, c'est pas le petit livre rouge, c'est le petit livre bleu qui sera donc disponible, je pense, sur le site du Parti socialiste dès demain, peut-être ce soir, dès demain en tout cas, certainement. Et vous y retrouverez l'ensemble des débats qu'on vient d'avoir là pendant 1h30 et évidemment des propositions. Merci à chacun, merci à tous ceux qui ont préparé effectivement ce texte. Merci Marie. Et Corinne Narassiguin va vous apporter un dernier mot de conclusion. Le live du projet, c'est terminé. Vous pouvez retrouver nos principales propositions sur notre plateforme participative rdv2022.fr et nous donner votre avis.